Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Art Racaille du mardi 1er décembre 2020, Fresquette, consacrée à un immense artiste anarchique, anarcho-libertaire, Clovis Trouille. Avec un nom comme ça, on pouvait faire qu'un peintre un petit peu en dehors des clous. Voilà, en plus, c'est son vrai nom. C'est pas un pseudo ni rien du tout, c'est son vrai nom. Il faut quand même le faire avoir un nom comme ça et le porter. Voilà, alors moi je vais commencer par faire un petit peu la bio, comme j'ai l'habitude de le faire, qu'on voit un petit peu qui est notre Clovis Trouille. Donc, ce Clovis Trouille est né le 24 octobre 1889. Son nom, c'est Camille Clovis Trouille, et il est né près de Fères, qui se situe dans l'Aisne. Donc il est né dans la maison de sa grand-mère, parce qu'à l'époque, effectivement, les femmes accouchaient, bien sûr, très souvent à domicile. Donc il avait des racines picardes, et d'ailleurs, on peut après, quand on parlera de son œuvre, voir qu'effectivement, ce côté picaresque peut ressortir aussi dans sa peinture. Voilà. Donc il a 14 ans, alors Clovis Trouille il a 14 ans quand il va rentrer à l'école régionale des Beaux-Arts d'Amiens. Donc on peut préciser qu'avant il a une jeunesse plutôt agréable, avec la maison de sa grand-mère, des fleurs dans le jardin, un vase, on change l'eau des fleurs, on met des nouvelles fleurs, enfin, voilà, c'est une jeunesse plutôt tranquille. Et qu'à 14 ans, il rentre à l'école régionale des Beaux-Arts d'Amiens, qui est à l'époque dirigée par Albert Rose. Et là, il va suivre des cours de dessin, de peinture, de modelage pendant 5 ans, donc jusqu'en 1907. Il aura plusieurs prix, il aura des accessites, il aura des prix de peinture, de modelage. Et donc, en 1907, il aura même un diplôme d'honneur à la fin de sa formation pour un tableau qui est La jeune fille blonde. C'est un premier prix de la collection de l'école des Beaux-Arts d'Amiens. Et à cette époque d'Amiens, comme il dit, Clovis Trouille peint et dessine plutôt des paysages, des sous-bois picards, des natures mortes ou vivantes. Il fait des vues de l'intérieur de la cathédrale d'Amiens et surtout des portraits, comme on peut voir dans un gros bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il peut faire le portrait, il fait le portrait de sa sœur, par exemple. Oui, je n'ai pas précisé qu'il a une sœur qui s'appelle Jeanne. Il devient aussi illustrateur et caricaturiste pour des journaux et des magazines locaux. Il va travailler entre autres pour le Chambard, l'Écho d'Amiens et de Picardie, Notre Picardie, etc. Et il monte ses caricatures des gens du pays dans la boutique d'un photographe d'Amiens. En 1910, il est appelé pour le service militaire et il est affecté aux Dragons. C'est les premiers cuirassés de l'école militaire à Lunéville. Et il va achever à Paris, à la caserne du Plex, cette période de 2 ans. Une petite pause de 2 ans, donc 1912-1914, il devient dessinateur de mode pour Catalogue à Paris, notamment pour l'imprimerie Deger et l'atelier Bertolmann. Puis la guerre de 14, donc il est mobilisé en août 14 et il ne sera démobilisé qu'en juillet 1919. Donc il a passé au total, là, pour l'instant, 7 ans sous les drapeaux, et lui-même dira qu'après 7 années passées à la guerre, il a eu une inactivité artistique jusqu'en 1930, et ça l'a profondément marqué. Il en voudra énormément à l'État français de lui avoir volé toutes ces années de jeunesse, et c'est toutes ces années où on a envie de vivre plein de choses. Il y en a même 1,5 million presque qui en sont morts. Ouais. Donc de retour à Paris, c'est entre 1920 et 1925, il reprend son travail comme dessinateur de mode pour Mann, Galliano et pour l'imprimerie Deger, et il est aussi dessinateur, et il va s'occuper des montages, collages des films et des documents pour la photogravure. 1920, il se marie et il aura 2 filles, donc il restera marié 3 ans, rapidement le couple se sépare. Et une de ces 2 filles va décéder à l'âge de 11 ans d'une péritonite aiguë. Donc ça, c'est pareil, ça va être ça, et ces années de guerre et de sous les drapeaux, c'est un événement qui va énormément le marquer, et qui fait, d'après ce que raconte sa fille Alice, qui est celle qui est restée en vie, que ça en a fait carrément un autre homme qui est douloureux, révolté, et que ce malheur, en fait, il ne s'en remettra pas, quoi. Et 1925, donc Clovis Trouille rentre pour travailler. Il va devenir maquilleur-retoucheur, comme il dit, de Ladies and Gentlemen publicitaire. C'est l'atelier de fabrique des mannequins d'art de Pierre Immense. Et là, il y restera pendant 35 années. Il aura même la médaille du travail.
Et il va réaliser donc des modelages et des maquillages de tête en cire. Il fait des mises en scène de vitrines. Et voilà, donc il reçoit la médaille d'honneur du travail et un diplôme qui commémore toutes ces années de service. Et en fait, c'est un travail qui va énormément lui plaire parce que ça va lui permettre d'avoir de transposer sur ses mannequins toute la charge érotique qu'il peut avoir, tout ce plaisir qu'il a vers les belles femmes, donc à les maquiller, à vraiment travailler sur ses mannequins. En 1927, il s'installe en locataire avenue Mathurin-Moreau dans le 19e, tout près des Buttes de Chaumont. Là, il va habiter une grande maison avec des étages et il pourra y vivre et y peindre jusqu'à sa mort en 1975, donc à l'âge de 86 ans. Donc c'est seulement à partir de 1930 que donc Clovis Trouille recommence à peindre activement et comme il dit, surtout le dimanche et pendant ses loisirs. En 1930, je crois, il va peindre un tableau qui s'appelle Remembrance et c'est là qu'il va faire la rencontre avec le groupe des surréalistes. Donc voilà, ça c'est à peu près son parcours, le parcours de sa vie. Après on va revenir plus sur ce tableau et sur son art. Et voilà, sachant que ce qui l'a marqué profondément, c'est la mort de sa fille à 12 ans et puis c'est cette année de guerre, quoi. Oui, parce que ils n'ont pas démobilisé les piou-piou tout de suite, parce que quand on a passé 5 ans de guerre dans les tranchées, je veux dire, on est un peu abîmé. Enfin, je parle des survivants, évidemment, parce que ceux qui sont morts, il n'y a pas de réadaptation possible, sauf sous forme de vers de terre, quoi, voilà, ou de bloche. Mais pour les survivants vivants, eh bien ceux-là, on ne peut pas les relâcher dans la nature tout de suite, parce que bon, ils sont quand même un peu secoués. Donc on les garde, voilà, dans les casernes, etc. On leur fait faire des exercices stupides militaires, comme des marches, comme ceci, comme cela, voilà, jusqu'à temps qu'on juge que leur état mental est suffisamment à niveau pour pouvoir les lâcher. Ce que faisaient aussi, si vous voulez, les Américains avec les djihad qui revenaient du Vietnam ou de Corée, voilà, on les baladait en bateau, leur faisait faire un tour du monde en bateau, avant d'accoster au States pour les lâcher dans la nature. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sang d'ouvriers, sang de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons.
Filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. La butte rouge, interprétée par Marc Augeret, une chanson qui nous tire toujours les larmes. Et vous êtes toujours aussi, n'est-ce pas, sur Radio Soupente, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans courbette, pour écouter l'émission à Racaille du mardi 1er décembre 2020, qui vous raconte des histoires, mais véridiques, ainsi que pour de la fantaisie, sur un artiste peu commun, c'est moins qu'on puisse dire, Clovis Trouille. Déjà, avec un blast pareil, on n'est pas commun. Voilà, alors après avoir fait un peu rapidement le tour de sa bio, on reviendra sur certains détails en parlant vraiment de son œuvre qui est vraiment très riche. Alors pour faire ce travail, là je me suis inspirée d'un bouquin de Clovis Prévost qui s'appelle Parcours à travers l'œuvre de Clovis Trouille, 1889-1975 aux éditions Méliès. Donc un bouquin qui est très riche sur sa correspondance, sur ses tableaux, et sur chaque tableau en fait il y a souvent un texte qui aurait pu lui servir d'inspiration. Difficile de choisir une lecture parce qu'on peut partir dans plein de directions différentes. On peut aller vers les chants de Maldoror avec Lautréamont, vers l'érotisme. On peut aller sur le fantastique quand c'est des tableaux qui sont plus des représentations un peu contes de fées. On peut aller sur l'anticléricalisme. Et là, celui en fait qui finalement a retenu mon attention, c'est un tableau qui s'appelle Le Confessionnal. Tu peux le décrire rapidement, Robert, ce tableau Oui, enfin c'est un tableau tout simple. C'est un confessionnal en bois traditionnel avec deux nanas qui sont en train de se confesser ou de se faire confesser. Moi je dirais plutôt se faire confesser plutôt que de confesser, avec si vous voulez en chapiteau sur ce confessionnal une peinture de nana à poil. Voilà, c'est ce qu'on. Alors c'est évidemment c'est pas des femmes de mauvaise vie qui se confessent, hein. Ce sont des bourgeoises, quoi. Voilà, plus ou moins pomponnées. Voilà, une à la cambrure des reins, l'autre beaucoup plus stricte dans sa position. Effectivement, cette femme nue qui orne le confessionnal avec des bas noirs, quoi. Des bas résille. Voilà. Et donc, ce tableau, à côté, il y a un texte qui est extrait de la revue Le Surréalisme au service de la Révolution. Et c'est un texte, alors donc c'est sorti en 1900, c'est le numéro 3 de 1931. Et le texte est de Marx Ernst et qui s'appelle Danger de pollution. Donc j'en ai pris un extrait donc, qui parle justement de la confession. Donc voilà ce qu'il dit entre autres. La valeur des mots nous est connue et le danger de pollution nous est devenu une si vieille habitude que nous nous y plaisons fièrement en signe d'urbanité. Il y a, par les soins des docteurs de l'Église, des frontières tracées avec une abominable précision sur le corps des femmes, les divisant en parties honteuses et parties honnêtes. Ces frontières peuvent disparaître quelquefois par l'effet d'une passion grandiose pour réapparaître avec leur nauséabonde netteté jusqu'au jour béni où un massacre merveilleux débarrassera la terre pour toujours de la crapule cléricale. L'amour est le grand ennemi de la morale chrétienne. En pénétrant dans la conscience et la subconscience des hommes par l'effraction dite le sacrement de la pénitence ou la confession, l'Église a trouvé l'instrument le plus sûr pour ravager sur place et sans difficulté tout ce qui tend vers l'amour. Pour rendre efficaces ces sabotages, elle dispose scandaleusement de tous les moyens de la justice.
les condamnations à temps, à perpétuité, au supplice de la conscience, au feu éternel, les sursis accordés, les cas réservés, l'absolution dans sa miséricordieuse indulgence. Quant à la race humaine, plus confiante et moins fière que la race canine, elle ne s'est pas refusée à entrer dans les confessionnaux. On m'a même assuré qu'il existe encore des représentants de cette race qui y mettent les pieds. Pourtant, il n'existe sur Terre pas d'image plus frappante de guet-apens qu'un confessionnal sous toutes ses formes. Pas d'aspect plus apte à réveiller la circonspection qu'un confesseur vacant à ses turpitudes selon les préceptes de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Alphonse de Ligorie et monseigneur Bouvier, évêque obscène du Mans et comte romain. À en juger par l'aspect physique et la détresse morale de l'humanité actuelle, on doit reconnaître que les bons confesseurs ont fait de bons travail. Les hommes sont devenus hideux et formidables à force de s'être livrés pendant des siècles à celle qui mène à tous les vices, la confession. Leur digestion s'est détraquée à force d'avaler le corps anémique du Seigneur, leur sexe s'est affaibli à force de tuer le plaisir et de multiplier l'espèce, leur passion à force de prier une vierge. Leur intelligence a sombré dans les ténèbres de la méditation, la vertu de l'orgueil qui faisait la beauté de l'homme a cédé la place au vice de l'humilité chrétienne qui fait sa laideur, et l'amour qui doit donner un sens à la vie est gardé à vue sous la surveillance de la police cléricale. Ouais. Alors, je rappellerai simplement en quelques mots que le prophète de Jésus-Christ, né d'une mère vierge et d'un père charpentier, a prêché jusqu'à l'âge de 33 ans et qu'il a prêché principalement et presque uniquement et presque exclusivement l'amour. L'amour entre les hommes et les femmes, l'amour en général, voilà. Il n'a jamais condamné l'amour, au contraire, mais que ce soit l'amour charnel ou un amour plus éthéré, plus puceau, jamais. Et pour bien affirmer ce que je vous raconte là, et vous êtes au courant qu'il y avait une certaine Sainte Madeleine qui était une prostituée notoire, une femme magnifique, et que cette prostituée notoire était follement amoureuse du prophète Jésus, et que lui-même n'y était peut-être pas tout à fait insensible, quand on voit qu'elle lui nettoyait les pieds avec de l'eau, et qu'elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Quelle marque plus grande d'amour d'une femme pour un homme. Voilà, ça c'est la Genèse, c'est la vérité, c'est enfin une certaine vérité historique, s'il y a toutefois quelque chose d'historique dans cette histoire. Sauf que l'Église a bafoué tout ça, a souillé tout ça, a déglingué tout ça, voilà. Avec cette histoire de confessionnal, de péché héréditaire, de condamnation du sexe sous toutes ses formes, etc. Ce que vous a raconté ma camarade à l'instant, je pense. Ouais, ce texte est très très pertinent. Bon, il est abrégé, hein, je l'ai coupé parce que ça aurait été un peu plus long, mais effectivement, cette culpabilité qu'on retrouve en permanence et dont on peut sentir quand on parle avec ceux qui, moi, j'ai été épargnée par tous ces rituels, donc j'en suis vraiment fort heureuse. Mais tous ceux qui ont subi ces séances de confession comprendront complètement tout ce qu'il y a de vrai dans ce texte. Oui, tu me regardes comme ça. Devine. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père du Chêne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père du Chêne. Marat fut généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu.
Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses? Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses? Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire blotter les fesses, nom de Dieu, se faire blotter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu, mérite la lanterne, mérite la lanterne. La chanson du Père Duchesne, interprétée par les Quatre Barbus. Sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille du mardi 1er décembre 2020, consacrée à Clavistrouille, pour ceux qui prennent l'émission en route, parce que les autres, les fidèles de la première heure, le dernier carré qui résiste à Waterloo, c'est, comment dirais-je, pas la peine de leur rappeler, mais les nouveaux venus qui papillonnent sur le net, et oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc de... Bon, bref, bah oui, c'est nous, c'est Radio Soupente, c'est Arracaille, c'est Clavistrouille. Voilà, alors là on est dans la dernière partie consacrée à Clavistrouille, donc après sa biographie et une lecture, on va parler de son œuvre artistique, et c'est pas rien. Alors en fait on peut distinguer deux parties dans le travail artistique de Clavistrouille. Il y a cette première partie où il est aux Beaux-Arts d'Amiens, où il peint, et où il est, il se considère comme un grand peintre, avec une peinture d'une facture plutôt naturaliste, académique. D'ailleurs, dans le livre, là, il y a une représentation d'un jeune ortillon, c'est un détail. Et donc là, c'est vraiment un jeune garçon, et lui, avec un chapeau, qui travaille l'été dans les ortillonnages du côté d'Amiens. Ce sont des parcelles que les maraîchers cultivent. Des parcelles marécageuses. Voilà. Et donc, lui considère que c'était sa partie où il était un grand peintre. Puis donc, ces années de guerre, la perte de sa fille, il ne retravaille qu'à partir de 1930. Et là, donc, il va complètement changer sa façon de travailler et avoir une vision de l'art où, au contraire, il ne faut plus devenir peintre pour gagner sa vie. Pour lui, ça fausse complètement le travail qu'on peut avoir sur la toile. Il dit qu'il a pour principe qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir vivre et peindre, mais qu'un tableau peint en vue de la vente est foutu d'avance. Ça, 1000% d'accord. Voilà. Pour lui, on peut venir sur une toile, le retravailler, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on peut rajouter, d'ailleurs lui, c'est ce qu'il fera, il vend peu de tableaux de toute sa vie, il a fait à peu près 120 tableaux, il en vendra très peu, il peut en offrir à ses amis, mais il se réserve le droit de les récupérer 2-3 ans après et d'y rajouter peut-être un petit grain de beauté sur la fesse d'une femme, dans le dos, voilà, un petit détail, jusqu'à ce qu'il estime que son travail soit, que la toile soit terminée. Et il avait un illustre prédécesseur en la personne de Bonheur. Lui, il allait carrément dans les musées pour retoucher ses œuvres. Voilà. Et ça, du coup, c'est très sympathique parce qu'effectivement, pour lui, le marché de l'art fausse complètement le travail du peintre. Et il dit qu'on ne peut pas pactiser avec les exigences commerciales des marchands de tableaux qui, eux, exigent justement par contrat une production régulière au numéro et que il faut avoir un débit assuré sur tant de toiles sur l'année, quoi. C'est ce que disait Garouste dans ses entretiens. Il disait que, si tu veux, il y avait un grand marchand d'art, là, un Italo-américain, là, je me souviens plus. Je ne me rappelle plus de son nom, ouais. Moi non plus, je me rappelle plus de son nom, c'est pas important, mais qu'il l'avait lâché parce qu'il ne produisait pas assez. Voilà, mais Garouste produisait pendant 6 mois de l'année, parce que les autres 6 mois, il était empêché par sa pathologie bipolaire. Bipolaire, voilà.
Mais il voulait pas le dire, évidemment. Il n'en sait pas de la publicité, hein, parce que ça la fout mal avec les cons. Et voilà, et donc, oui, le mec lui avait dit, ben non, vous ne produisez pas assez, etc., etc., voilà, et il l'a lâché. Voilà, donc effectivement, ce que Clovis Trouille va dire, c'est qu'il faut sacrifier. En fait, on ne peut pas être indépendant, voilà, on ne peut pas garder son indépendance en tant que peintre si on veut vivre de son art, car le métier qui nous fait vivre deviendrait fastidieux, de même qu'à n'importe quel métier, mais que quand on a justement des revenus assurés par ailleurs, on devient ce qu'il appelle un peintre du dimanche, et que là, on peut réellement faire de la peinture en toute liberté, quoi. Ben, c'est moi, parce que avec ma retraite misérable, mais elle me permet quand même de m'acheter des pâtes, du riz, etc. Et donc, je vends très peu. J'ai un mécène par-ci, un mécène par-là. Ils disparaissent au fur et à mesure que je les conquis. et puis voilà. Mais bon, je pense jamais quand je barbouille, je ne veux pas dire peintre, je barbouilleur, je pense jamais combien je vais vendre ce truc. Voilà. Et ça n'a jamais été c'est peut-être pas ce qui explique ma réussite flamboyante. Voilà, donc Clovis Trouille va lui se dire être pour ce qu'il appelle l'art noir. Il appelle ça le caractère maudit. Donc il dit qu'il rejette la morale de cette société bourgeoise, l'imposture de la religion, la morale des curés, son patriocularisme. Et voilà ce qu'il écrit quand il définit son état de révolte contre cette société. Donc il va choisir sa propre voie en tant que soldat anti-goupillon et anti-sabre, et donc se mettre à peindre la libido, les femmes nues, la prostitution et bien sûr la mort, pour faire un art, et ça c'est pour reprendre ses propres mots, de voyou, voyant et voyeur. Mais avec une technique superbe. Là, il a des comment dirais-je, des finesses, il y a des ombrages, il y a des modelés dans ses culs de nana. C'est magnifique parce que il possède le métier, même si c'est un peintre du dimanche. Si tous les peintres du dimanche étaient comme lui, on serait content. Il possède un métier parfaitement sur le bout des doigts. Je connais quelqu'un ici dans cette cité d'artistes où j'habite qui peint, il pourrait peindre le plafond de la Sistine, sauf qu'il n'est pas comme Clovis Trouille, il ne sait pas peindre les culs de nanas. Voilà. Et pour moi, c'est rédhibitoire. S'il y a un peintre qui peint des nanas ne sait pas peindre leur cul ou leur sein, eh ben, c'est que c'est un mauvais. D'ailleurs, lui, il dit que l'on peut être certain que je le suis, érotique, et que je l'ai toujours été, mais il me semble qu'un artiste qui ne sent pas la femme ne peut pas être un bon artiste. Mon œuvre est un chant d'amour à la femme qui m'a tant manqué durant ma jeunesse. Voilà. Laquelle il a été complètement refoulé, quoi. Et d'ailleurs, ces peintures de Nana ressemblent aux photos de magazines érotiques de ma jeunesse. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de foufou, on ne voit pas de choses comme ça. On voit juste une belle nana avec des seins, des fesses, point à la ligne. Mais d'ailleurs, il reste complètement, oui, dans l'érotisme et non pas dans le pornographique. Hein. Et il travaille aussi beaucoup à base de photos. Déjà, on a vu qu'il avait travaillé pour des labos de photogravure. Et donc, pour lui, la photo est très importante. Donc, il aime ces nus photographiques des années 1900, tous ces nus qui sont aussi en noir et blanc, et qui va un peu rechercher à restituer tout ça. Donc, il va faire des montages, ça c'est ce qui colle aussi avec les surréalistes. Hein. Il va faire des montages photos. Soit il peut repeindre sur la photo, soit il peut s'en inspirer. Et dans ce livre, justement, on voit très bien ses sources d'inspiration, quoi. Et ça va lui servir exactement aussi quand il va peindre. Il est un peu fasciné donc par la mort, et il va peindre au moins 3 représentations de ses funérailles. Hein. Il y a une toile qui s'appelle Mon tombeau, où on voit justement son. Oui, avec son initiale. Avec son initiale, oui, tout à fait. Son initiale, donc il y a le T, il y a donc le tombeau est ouvert, et là il y a plein de détails qui sont un peu truculents. Il y a même une tombe qui est pour Masoch. Alors Masoch, je ne sais pas, c'est celui qui a inspiré le masochisme. Oui. Donc il y a le tombeau de Masoch, il y a aussi, je crois, le tombeau de Lautréamont, et il y a donc beaucoup de femmes
nues qui sont éparpillées un peu partout sur la toile, avec des mains qui tiennent, qui sont un peu partout sur leur corps, quoi. Et aussi, justement, souvent en cache-sexe, il avait pris après l'habitude de mettre une chauve-souris. Et ça, il raconte un petit passage un peu truculent où ils étaient chez Dominguez avec plusieurs du groupe surréaliste pour faire une expérience. Et Dominguez a fait une installation avec un rideau blanc. Donc le rideau devait s'ouvrir et ils avaient tous un papier, un crayon pour noter ou dessiner ce qu'ils allaient voir. Donc ça, c'était prêt, le rideau s'ouvre. Et en fait, la femme de Dominguez est là, elle est assise avec probablement les jambes plutôt nues, les cuisses nues et une chauve-souris sur le sexe. Et en fait, il écrit qu'ils ont tous été tellement fascinés par les jambes de cette femme qu'en fait ils n'ont rien vu d'autre et qu'après lui a pris cette habitude de mettre des chauves-souris un peu partout en cache-sexe et dans ses toiles, quoi. Voilà. Donc il y a ce tableau Mon tombeau, il y a aussi mon enterrement qui mon enterrement d'Orne, hein. Voilà, mon enterrement qui représente, c'est pareil, sa mise en scène. Alors là, il y a des petits clins d'œil humoristiques avec les peintures Zibiote. C'est Rimbaud, donc Rimbaud écrit R-I-M-B-O-T, et à côté la boutique du deuil immédiat, et donc son carrosse qui passe avec tous les rideaux noirs et puis des drapeaux français. C'est vrai qu'il fait toujours, il y a quand même toujours aussi des clins d'œil à cet état français. Tricolore. Et dans un des tableaux, un des premiers qu'il a fait connaître justement à partir de 1930, c'est celui qui s'appelle Rimembrance. Et là, il est vraiment fort de signification, parce qu'effectivement, on voit c'est un prêtre, je crois, ou un cardinal qui est avec son habit ouvert et qui est en bas. Il est en corset et en porte-jartel. Voilà, en corset et en porte-jartel, et il est en train de mettre une onction sur un académicien, un académicien avec un corps, alors c'est un corps plus ou moins anthropomorphe, parce qu'on ne sait pas si c'est un animal ou un œuf, qui reçoit justement un paix, et il y a les fesses qui sont juste devant lui. Au-dessus, il y a une femme nue qui est complètement en ovale, en fait, toute recourbée, et qui avec un bas avec une jartelle à la cocarde tricolore, qui est en train de balancer un lot de médailles justement sur tous les gagnants de la guerre, quoi, la finance et l'église. Oui, c'est pas les poilus, hein. Non, c'est pas les poilus. Et devant, justement, il y a deux poilus, il y a deux soldats qui sont là, un Français et un Allemand, et ils ont des yeux exorbités verts, et ils ont chacun une croix. Il y a une croix de bois avec 14-18. Ils ont chacun un lapin dans les bras, parce qu'en fait, on les a tirés comme des lapins, quoi. Ouais, ça c'est le peintre allemand dont on parlait tout à l'heure. Otto Dix. Voilà. Donc ça, c'est quand même des toiles qui sont fortes. Et dans justement celle dont je parlais tout à l'heure sur ses funérailles, celle qui avec le thé là, qui s'appelle Mes funérailles, elle est carrément là on voit vraiment l'inspiration des photos en noir et blanc, avec une femme qui a les fesses, avec des fesses nues très très rondes, des bas noirs, qui avance à travers les rideaux noirs. À côté, il y a deux autres femmes aussi qui sont nues à côté. Et là, on voit tout ce travail aussi sur ces dégradés noirs. Ah oui, non, mais ça, il a une technique vraiment éprouvée, hein. Donc, on voit qu'il a été un bon élève aux Beaux-Arts d'Amiens. Oui, on voit bien de toute façon toute sa facture académique, tout ce qui peut en sortir. Donc après, il y a énormément de toiles. Il y en a qui sont plus ou moins marquantes. Non, il n'y en a pas énormément, il y en a 100 et quelques. Quand on a à raconter, ça fait beaucoup quand même. Picasso, c'était plus de 3000. Ouais, mais ouais. Et donc il y en a une aussi qui m'a marqué, c'est celle qui est un peu inspirée de Chéri Bibi, là, de Gaston Leroux, où justement c'est une barque qui c'est les bagnards, il y a un bateau qui fait naufrage, et donc il y a des bagnards qui s'échappent et qui laissent les bourgeois. Le bateau, c'est le bateau de Chéri Bibi, quoi. Enfin, ils ont réduit l'équipage, ils ont foutu tout l'équipage en prison, tous les gardiens en prison, et voilà. Et c'est ce bateau qui naufrage, je sais pas dans le Chéri Bibi, ça par contre. Mais quand même, dans Chéri Bibi, ce bateau, il arrive à destination, où il débarque sur une île déserte, tous les passagers, les matons, tout ça, et eux, après, ils continuent, mais il n'y a plus Chéri Bibi dessus, ils ne le savent pas, ils croient qu'il est mort, il n'y a plus Chéri Bibi dessus.
Et ils vont tous être tués en fin de compte parce que ils seront pourchassés et tous tués. Voilà. Et donc là, dans cette barque, justement, il est écrit ni Dieu ni maître, et il y a les bagnards qui sont avec toute la nourriture et les belles femmes et tous les bourgeois à côté. Ouais, mais il faut voir aussi le travail, comment c'est fouillé. C'est pas étonnant qu'il en ait fait si peu dans sa vie de peintre, parce que c'est quand même un boulot considérable avec des petits personnages, mais plein, c'est bourré le tableau. Même si ses formats n'excèdent jamais le 30 figures, mais dedans, il peut mettre 100 personnages facilement. Ouais, et et il s'inspire, comme tu disais, c'est des tableaux qui sont pas des grands tableaux en fait. Hein, c'est pas des grands formats. C'est 50-60 quoi, voilà, en gros. Voilà. Et il s'inspire souvent de types de livres. Donc le bateau là dont on parle, le titre s'appelle le bateau ivre. Donc il a aussi toute cette inspiration. Je pense qu'il lisait beaucoup, donc donc il côtoyait les surréalistes. Par contre, il a toujours su garder ses distances parce qu'il a rapidement vu qu'il y avait beaucoup de querelles intestines. Oui, il était comme cette mexicaine là, comment elle s'appelle? Frida Kahlo. Frida Kahlo qui disait que c'était des fumistes, c'était des révolutionnaires de bistrot. Qui posaient leur cul toute la sainte journée à Saint-Germain-des-Prés, là, comment c'est leur bistrot à Saint-Germain? C'était, je sais plus. Mais si, le bistrot qui fait le coin du boulevard Saint-Germain. Le Fleur ou les Deux Magots, là, non? Les Deux Magots, ouais. Ouais. Et donc c'est là c'est une autre toile, ça s'appelle Le Poète rouge. Donc on reconnaît André Breton et on voit en fait il y a des policiers aussi qui sont là. Et alors ce que j'aime bien, c'est que sur le dos des policiers, il y en a un qui a une horloge, l'autre qui a une carte de Paris, et en fait c'est pour leur donner une utilité. Au moins ils serviront à ça. Alors il faut savoir que l'horloge est marquée à 5h moins le quart parce qu'en fait ça représente une prison avec une guillotine et que c'est à cette heure-là effectivement qu'on tuait ce petit matin qu'on guillotinait. Voilà. Et à côté, donc il y a une espèce de petite colonne, c'est quoi, comme une colonne en fait en forme de gland, et au-dessus il y a la tête. Ouais, ça peut être une colonne Maurice. Parce qu'elle est un peu en forme de gland. Qui a la mémoire de Sade, et dessus il y a la tête du pape Pie X. Ah non, mais c'est un cas, Pépère. Hein. Et il n'a pas fait donc de pornographie, à part 2 petites toiles qui étaient destinées à ne pas être exposées, justement, qui là sont, je sais plus comment elles s'appellent. Elles sont plus débridées. Voilà, elles sont plus débridées. Elles s'étaient bien précisées justement qu'il ne fallait pas les exposer. Quoi. Ouais. Alors il y en a une, c'est Stigma Diaboli, donc là c'est pareil, hein, ça fait vraiment référence à la chasse aux sorcières, parce que je crois que il représente ces Bretons, mais c'est comment on reconnaissait si les femmes étaient sorcières ou pas, on cherchait des signes distinctifs, souvent il s'agissait de grains de beauté qui pouvaient être... a un grain de beauté sur la fesse gauche. Voilà, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'il faisait, hein, quand il retouchait ses toiles, sur un sein. Voilà, c'était pour rajouter souvent des grains de beauté. Ouais. Voilà. Donc il y en a une qui est plus douce, hein, c'est le texte que j'hésitais à lire, là justement, où ce serait plus le rêve d'Alice. Donc là il y a une barque en forme de cygne, il y a Alice qui est dedans, et on a le château de Barbe Bleue. On est plutôt dans un conte, comme dans un conte enfantin, quoi. Voilà, après il y a beaucoup de toiles effectivement avec ces femmes nues. Une qui est très connue, c'est au Calcutta, où là c'est une femme qui est un peu comme l'Olympia, quoi, qui est allongée sur le côté de dos. Magnifique arrière-train. Avec des fesses très rondes comme la lune, et sur chaque fesse une petite branche avec trois feuilles. Ouais, comme une fleur de lys un peu. Ouais. Donc au Calcutta, ce qui a donné nom après à une comédie musicale. Et en fait au Calcutta, il faut bien sûr comprendre au quel cul tu as, quoi. Quel cul tu as, et voilà. Et on voit un quel cul tu as, quelque chose comme quel cul tu as. Voilà, il y en a un qui fait penser, comme tu disais, un peu à l'enterrement à Ornans, qui s'appelle Apparition de la Vierge à une jeune fille de 13 ans. Où toute la population est rassemblée. D'ailleurs, il y a Groucho Marx avec son écharpe tricolore, j'avais pas fait attention. Donc, c'est... il n'y a pas de flics? Il n'y a pas de flics. Sur la droite, sur la gauche, sur la droite. Non, il y a des curés. Ah oui, il y a des parapluies, mais voilà, il n'y a pas de... Je confondais flics et curés, parce qu'ils sont habillés tous les deux en noir, toutes les deux corporations. Ouais, il y a des... Voilà, il y a aussi devant la légende d'une main fameuse. Donc là, ce sont trois religieuses qu'on voit de dos, et qui font un petit cercle avec leurs mains. Et en fait, ce cercle est censé représenter la taille d'un sexe masculin, la largeur du sexe masculin. Oui, pour la taille, voilà, la largeur du sexe masculin. D'ailleurs, sur le côté, il y a un chandelier avec une... On pourrait dire aussi la taille du vagin. Enfin, voilà.
Donc voilà, c'est vraiment à découvrir, parce faut pouvoir emprunter ce livre que je vais prêter à ma copine Lolo pour qu'elle puisse travailler dessus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même tout cet engagement. C'est ça qui est intéressant chez Clovis Trouille. C'est toute cette nature, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, quoi. Non. Et puis elle est au service d'une cause, parce qu'on sait bien que les libertaires, si vous voulez, l'amour libre, ça vient de l'anarchie, etc. Voilà, et la liberté sexuelle aussi, et tous ces progrès concernant le sexe, parce qu'on sait que les anarchistes conchiaient toutes les religions, toutes les idéologies, genre marxiste, léniniste, etc. Et donc, lui, comme il se revendiquait comme un anarchiste, eh bien, il le mettait tout ça en peinture sous forme d'image. D'ailleurs, il a participé au petit pamphlet là, qui est sorti dans le Libertaire, Surréalisme et Anarchisme. J'ai hésité à le lire aussi. En fait, il y a plein de textes qu'on aurait pu lire, quoi. C'est vraiment très très riche. Oui. Non, mais bon, ces émissions qu'on fabrique, comme je te pousse, hein, mais bon, on n'a pas les moyens d'une radio nationale, c'est surtout pour vous donner l'envie d'aller plus loin. Voilà, on n'a pas la prétention d'être des espèces de grosses têtes, voilà, de tout savoir, etc., de pouvoir tout vous dire, mais seulement parce qu'on n'a pas le temps, en plus on va pas vous gaver pendant 1 heure ou 2 avec des considérations pseudo-artistiques, mais c'est pour vous donner, enfin, on aura gagné, si vous voulez, notre journée, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de savoir vraiment qu'est-ce que ça représente tout ça, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, voilà, puis occasionnellement de vous documenter aussi sur cette anarchie dont se revendique Clovis Trouille, parce que c'est quand même qu'on soit d'accord, pas d'accord, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un moment de l'histoire de France, mais pas de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe, et même des États-Unis, et même de l'Amérique du Sud, qui est quand même très importante, parce qu'elle a été, quand même, à une certaine époque, si vous voulez, l'anarchie était très bien représentée dans tous ces pays. Voilà, vous avez la guerre d'Espagne avec la FAI, la CNT FAI, vous avez Sacco et Vanzetti aux États-Unis, mais avec des grèves aussi extraordinaires. Vous avez en Amérique du Sud aussi des révolutionnaires teintés d'un art. En Russie, en Ukraine avec Makhno, voilà, il y a quand même tout un récit, un récit historique très très important sur ce mouvement révolutionnaire qui existe toujours sous des formes différentes, un petit peu plus affaiblies quand même, parce qu'il n'y a plus d'anarchistes comme Ravachol ou comme les travailleurs de la nuit, mais bon, peut-être que ça reviendra à force de se faire piétiner par les gens de pouvoir et les financiers et la mondialisation. Peut-être que si quelques héros de la liberté pour les hommes vont peut-être se révéler. Ouais. Et alors sinon, pour voir l'œuvre de Clovis Trouille, allez en bibliothèque, essayez de voir, d'emprunter ce livre. Sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'expositions. Il y a eu, en 2010, il y a eu une exposition au musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lex à l'Isle-Adam, là, ce petit musée. Sinon, il y en avait une au musée de Picardie à Amiens, c'était en 2007. Clovis Trouille, un peintre libre et iconoclaste. Donc voilà, c'est pas. Après, il y en a peut-être dans les collections permanentes du musée d'Amiens, mais voilà, c'est pas quelqu'un dont on parle en ce moment forcément, quoi. Mais nous, merci Laurence, ça nous a vraiment donné envie de se plonger dans son travail, quoi. Tout à fait. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise,
je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Les nuits d'une demoiselle, Colette Renard. Mais il existe tout un CD sur ces chansons libertines. Et ça, vous voyez les yeux de ma camarade qui brillent d'une lumière insoutenable. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins coquines, 100 fois sans louer, sans courbettes. Ça dépend pourquoi les courbettes, remarquez. L'émission Art Racaille du mardi 1er décembre 2020, où on vous a causé d'une manière savante et enthousiaste du peintre Clovis Trouille. Retenez bien ce nom. Et tout de suite, ma camarade, qui n'en perd pas une, va vous causer d'une BD des Vieux Fourneaux, la dernière, une BD de Lupano, et qui s'appelle L'Oreille Bouchée. C'est le tome 6 de la série des Vieux Fourneaux. Je sais que nos amis Claude et William l'ont lu parce qu'ils l'ont écrit dans un petit mail qu'ils l'avaient trouvé bien. Et effectivement, ce tome 6 garde le bon niveau de ces histoires de vieux fourneaux, ces vieux anards qui sont toujours en guerre. Et là, je vais pas dévoiler ce qui se passe, mais ça fait quand même toujours du bien, quoi. Toutes ces comment rendre justice à ces victimes de violences policières. C'est en quelque sorte. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs, avec les Vieux Fourneaux, il y en a un de ces personnages qui a une petite fille qui fait ce que faisait sa grand-mère, qui est marionnettiste, et donc qui fait des spectacles pour ses enfants qui s'appellent Le Loup en slip. Et donc Lupano a sorti toute une série de BD aussi. D'ailleurs, il n'est pas tout seul, il est avec Coët, une série de bandes dessinées du Loup en slip qui sont assez extraordinaires parce que ça s'adresse aux enfants, mais pas que, et ça fait réfléchir les enfants sur des sujets dont on les fait sur lequel ils ne réfléchiraient pas forcément en lisant. Ça peut parler du travail, du bonheur, de la misère, et tout ça dans un univers de forêt avec ce loup qui a un slip à rayures tricoté par la chouette, avec l'écureuil qui est vraiment la petite entreprise, le bon petit soldat qui fait tout ce qu'il faut et qui s'enrichit. Et je trouve que là il réussit quelque chose de vraiment très fort. Et le dernier, c'est Le Loup en slip passe un froc, et donc qui va parler de la publicité. Donc c'est vraiment, ces séries sont vraiment à découvrir, quoi. Bien, moi je connais pas du tout. Mais j'ai pas de rond et je vais pas à la bibliothèque pour prendre les exemplaires gratos. Et pour ma petite pomme, j'ai regardé sur la chaîne du Sénat, là, je me souviens plus. Public Sénat, voilà, ma copine essaie tout. Un doc sur l'historique des manifs depuis 60 ans. Voyez-vous? Et je me dis que s'il y a beaucoup de nous autres, à commencer par moi, qui l'ai regardé,
Bon, je connaissais à peu près tout sur cette historique des manifs, mais je pense que c'est bien aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe, quand on connaît les dérives de violence de la police nationale, qui devrait normalement, on appelait ça une police, comment dirais-je, une force de l'ordre, quoi, et c'est plutôt le désordre. Eh bien, on voit la progression, mais il y a eu, dans le passé, assez récent, parce que 60 ans, qu'est-ce que c'est? Il y a eu pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans les manifs de gilets jaunes, par exemple, il y a des gilets jaunes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, etc., etc. Mais, dans le passé, il est arrivé qu'on tue carrément à balles réelles, ou qu'on balance dans la Seine, ou qu'on tabasse à mort des manifestants. Et même le père de Gaulle, à un moment, a envisagé, en mai 68, de donner l'autorisation de tirer à balles réelles sur les manifestants. Voilà. Ça n'a pas été fait. J'ai comme un doute. Enfin, en tout cas, en 68, je lisais Combat tous les jours, et Combat tous les jours faisait un compte rendu des dégâts des manifs. Et je me souviens très bien qu'il comptabilisait des morts, des blessés, des disparus. Un historique a complètement disparu après des gazettes, des émissions, etc. Et là, dans ce document sur Public Sénat, eh bien, ils en recausent des morts, etc. Je me souviens que il y a des manifs, il y a eu des manifs avec les Algériens de Paris, on les balançait carrément dans la Seine, quoi. Voilà, c'est ce qu'on n'a jamais fait, et on a fait pire avec les Juifs, mais on n'a pas été jusqu'à les balancer dans la Seine. On les a foutus dans le Veldiv, voilà, mais où ils crevaient de faim, de soif, etc. Bon, bref. Comme ce film aussi sur les Algériens, la manif du 14 juillet 56, c'est ce film de Daniel Kupferstein, où effectivement on a tiré à balles réelles sur les Algériens. Voilà. Et puis on se souvient de Charonne, de la bouche de métro de Charonne. Moi j'ai le père d'un copain qui manifestait, qui avait emmené son fils, qui était mon ami d'enfance, voilà. Il fallait avoir un certain courage pour aller dans des manifs à cette époque-là. Et moi, je me souviens, des manifs, évidemment, de mai 68, auxquels on participait avec mes potes. Et je veux dire que, j'ai un copain qui allait chercher sa petite amie qui était infirmière du côté de, ça devait être à l'hôtel Dieu, je sais pas où, enfin dans le coin où c'était chaud. Et lui, il sortait du métro pour aller chercher sa copine. Il s'est fait prendre en tenaille par une bande d'allumés de policiers, et il en est sorti aveugle. Voilà. Un mec qui manifestait pas, c'était pas son genre. Enfin bon, c'était un bon petit franchouillard moyen, quoi, voilà. Et c'était ça, c'était mai 68. Voilà. Il y a eu la rue Gay-Lussac avec sa barricade géante. Moi, je trouvais ça formidable. Parce qu'on n'était pas des gamins, on avait quand même on n'était plus des adolescents, mais bon, on avait encore la tête un petit peu dans les jambes, quoi. Et voilà, c'était quand même bon. Mais pour vous dire, je vais résumer tout ça, pour vous dire que on n'apprend rien avec les manifs d'aujourd'hui, sauf que il y a des armes quasiment létales qui sont utilisées. Ouais, c'est comme des armes de guerre. Ouais. Enfin, Mais je me souviens qu'en 68, j'ai ramassé entre les jambes une grenade offensive. C'est pas les défensives, hein. Les défensives, c'est mortel. Les offensives, non, sauf si on se ramasse la cuillère de la grenade dans les burnes. Et je veux dire que ça m'a un peu fait chanter. Voilà. Mais c'était pas mortel. Tandis que maintenant, ils emploient des armes létales, carrément. Parce que si vous voulez, à peu de distance, dans le cœur, dans la cage thoracique, une LBD ou un je sais plus quoi, là, enfin tout leur truc à la con, là, vous pouvez en crever. Et puis on voit le nombre d'yeux qui ont été crevés, le nombre de mains arrachées par leurs engins. Hein, et sans parler des gaz lacrymaux qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques dans le temps par la suite. Des yeux. Parce que ça brûle les yeux quand même, voilà. Ouais. Et les poumons aussi. Ouais, des gaz qui sont de plus en plus violents. Ouais. Moi je me souviens, c'était. Ah, il parle aussi de Gênes. Gênes 2001, ouais. Ouais, où j'ai été en 2001 avec mon copain Antoine. Voilà.
là aussi, on est bien tombé, on s'est ramassé une pluie de grenades lacrymo sur la gueule, parce que les carabiniers, ils tiraient les lacrymos si vous voulez, par 3 ou 4 d'un coup, quoi, voilà, qui vous arrivaient dessus. Je dois vous dire qu'on ne pouvait plus, qu'on était obligé de battre en retraite, parce qu'on ne pouvait plus respirer. Alors que c'est une manifestation pacifiste. Mais ça les faisait chier que ça marche, une manifestation pacifiste. Il y avait tout le bord de mer, mais sur des kilomètres, qui était plein. On était des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, je ne sais plus. Parce que pour protester contre l'assassinat d'un manifestant, la veille, il avait été tué par des balles, par les carabiniers, et après écrasé par un engin motorisé de guerre des carabiniers. Alors à côté de nos CRS, c'était presque des anges gardiens, alors c'est vous dire. Mais c'était très 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 dur. Il y a le PC, si vous voulez, des manifestants qui étaient dans une école, voilà, et il a été investi par les carabiniers, et là-dedans, ils ont bastonné tout le monde d'une manière abominable. Enfin bref, voilà. Tout ça, c'est dans ce doc, et voilà. Je vous souhaite un bon moment à passer et à visionner. Mais je vais mettre en lien, parce que visiblement, on peut encore le visualiser. Ouais, voilà. On n'a donc rien à inventer. Et puis alors, l'historique, je crois qu'il remonte, si vous voulez, avec les historiens, jusqu'aux archers du guet, là, qui patrouillaient dans les rues de Paris au Moyen-Âge, etc., etc. Ça a une histoire très longue, la répression. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour des nouveautés. Les expos, on attend d'avoir le droit de sortir. Quand on nous dira allez-y, ben voilà. Je pense qu'au 15 décembre, on pourra peut-être reprendre nos balades parisiennes, ou peut-être même aller plus loin. On pourra retourner au cinéma. Ouais, moi j'aimerais bien retourner dans le Nord. Ben ouais. Voilà, vous allez vous écouter, et bientôt vous n'écouterez plus, parce qu'on va fermer la boutique. La station des Rapins, 100 fois 100 voix sans courbette, je vous l'ai répété assez souvent, qui émet depuis un garni qui est chauffé aujourd'hui et diffuse sur internet aracaille.fr. Et je salue nos amis, nos aminches, Claude et André de la Nation, Karine de Montigny-les-Boudins, Marie-Claude Béguet de Pujol dans le Gard, Claude et William de Brest, Jean-Paul Soubraz de Conac-Armanche, à côté de Dunkerque, Claudine de Paris, du côté de Béraud, ça monte, une petite bourge, quoi, qui aime bien l'art, et c'est une des nombreuses copines de ma camarade. Et quel coup! Jean Peduzzi qui nous envoie des bonnes blagues. Alors il y en a une que ma camarade a relevée, là c'était... Ah ouais, c'était un dessin où en attendant la réouverture des bars, vu que les églises sont ouvertes, on va aller boire du vin de messe. Donc voilà, les gens sont dans l'église et commandent un demi de vin de messe, et c'est assez rigolo, quoi. Ah oui, ça m'a éclaté. Et donc il y a une piste là pour les curtons qui veulent toujours qu'ils n'ont pas de pognon, et qu'ils ouvrent des églises bistrot, un petit buffet, même discothèque, pourquoi pas. Il y a de la place. Oui, puisqu'on peut aller se recueillir avant d'aller au ciné. Voilà, et puis ils se font du pognon comme ça. Bon. Où on était, j'en suis donc. Claudine, alors Jean Peduzzi, voilà, c'est fait. Corinne, notre camarade tapissière chérie. Joël, un camarade aussi. Anne-Emmanuel et Frédéric, 2 artistes camarades aussi. Juliette Planck, une graveuse en relégation Rochefort-sur-Mer. Clément, qui gratte sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gravure, qui partage son temps entre Vincennes et Montreuil. Agnès Dubart, une graveuse émérite aussi, qui se rapproche peu à peu de l'île, mais enfin, elle n'en est que dans la Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur belge, fantastique, gravure, un peu fantastique justement, comme savent le faire les gens, les flahutes, quoi, les gens du Nord. Colette et Jacqueline et Nicole, 3 femmes d'artistes qui se défoncent, si on peut dire, pour leurs maris, leurs artistes de mari qui l'ont glissé. Liliane et Laurence, 2 écrivaines, mais alors faut voir le couple, 2 frangines, qui écrivent des polars. T'as le nom des polars?
Oh bah les polars, il y a toute la série des Victor Legris et là elle travaille sur les Jérémy Nelson, donc elles sont en train de finaliser le cinquième volume de Jérémy Nelson et elle travaille justement après sur l'année 1926 où va apparaître Clovis Rouille qui travaille comme retoucheur sur des mannequins. Oui, alors la particularité de ces polars, c'est qu'ils sont hyper documentés sur le vieux Paris. Ah ouais, c'est une mine. Ouais, c'est une mine pour les amoureux de Paris. Là, je vous recommande de lire ces bouquins et c'est mieux que de lire des histoires. Hein, c'est plus. Voilà, on peut se balader dans Paris. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles ont un boulot de documentation dingo. Michel Pelwell, mon ancien voisin, peintre remarquable aussi, mon voisin du dessus. Moi j'étais celui du dessous et maintenant je me suis barré. Donc il n'a plus de voisin du dessous, mais une voisine du dessus. Il nous fait un truc à la DeVos, quoi, avec les voisins du dessus et les voisins du dessous, là. Marie-Christine et Christophe, deux militants, gilets jaunes, ils sont tout ce qui est pour gilets jaunes, ils se battent pour la Palestine, ils se battent pour tout. Sur les migrants, sur l'enfance en danger. Ils sont sur tous les coups tordus comme ça, et ils s'en sortent. Voilà. Bon, Cécile tu la sens, ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent toujours, ta cinquième puissance, malgré que ton émission soit défunte. La Russe flamboyante qui sévit toujours sur une radio pourrie. Alors, elle a une émission, c'est un joyau. Ils ont du pot quand même d'avoir une nana comme ça pour un petit peu donner à cette radio un vernis de culture. José Arthur, même punition, même motif, pour le mélange, tous les dimanches. Tous les dimanches en fin d'après-midi. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron la Marlotte, voilà, qui expose en ce moment chez Florence Quenu à la librairie L'Empreinte. Sauf qu'elle c'était jusqu'au 28 novembre, donc savoir si l'exposition est prolongée ou pas, parce que la librairie L'Empreinte a subi sort en tant que commerce non essentiel, elle a dû être fermée, donc peut-être qu'elle gardera les toiles d'Anne-Isabelle un peu plus longtemps. Ouais, alors personnellement, si vous avez l'occasion de vous tirer un peu à la Cambrousse, à Bourron-Marlotte en particulier. Ah, mais attends, là on n'a pas le droit. 20 km, là. 20 km, pour nous c'est encore trop loin. 20 km, là on fait des étapes. ouais, c'est pas cool. Avec des fausses adresses tous les 20 km. Colette et Alain, des joyeux mécènes que j'aime beaucoup, ils sont tous les deux assez incroyables. Christophe dit Lulu, commissaire-priseur à l'Agence-sur-Marne, à la Galerie de Rouen. Dominique Paula-Dardouin, d'une galériste fabuleuse qui, malheureusement pour les artistes qu'elle aimait, qu'elle exposait, est partie rejoindre les prairies du Grand Manitou. On la regrette vraiment parce que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Marie-Pierre, voilà, un mécène aussi, à l'occasion docteur. Et Marie Dognaud, une galériste itinérante, une galériste vagabonde, qui n'a pas de lieu fixe, mais qui loue des lieux quand elle a des gens qu'elle aime à exposer. Et nous, la dernière, on a vu une expo de Mao. Pas de Zétouille, mais... Mao Tolaï. Mao quoi? Tolaï. Mao Tolaï. Voilà, oui, c'est pas belle. Et l'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Et on se sépoucou avec Faut vivre le Mélismel. Ouais, salut à tous. Salut les copines, salut les copains.